C'était une après-midi étouffante à la lisière poussiéreuse de la ville. À quelques kilomètres de là, de grandes tours de verre scintillaient sous la chaleur, mais ici, sur le trottoir devant une propriété luxueuse, le contraste était saisissant. Une SUV rouge attendait au portail de l'une des demeures les plus imposantes de la région, sa carrosserie brillante réfléchissant les rayons du soleil. Derrière le volant, le chauffeur jetait de temps à autre un coup d'œil vers la porte de la maison. À l'intérieur, Alina Sterling, une milliardaire réputée pour son génie stratégique et son calme intimidant, ajustait le dernier bouton de son blazer noir. Elle lissa les manchettes, glissa sa montre à son poignet et hocha la tête une fois face à son reflet. Alina ne se contentait pas de diriger des empires, elle les bâtissait. De l'immobilier à l'énergie renouvelable, chaque projet qu'elle touchait se transformait en or. Aujourd'hui, elle s'apprêtait à conclure l'une des fusions les plus cruciales de sa carrière. Mais le destin l'attendait déjà dehors. En sortant, ses talons claquaient sur les marches lisses. Elle remarqua à peine la frêle silhouette qui se tenait au-delà de la ligne de sécurité. Un garçon, peut-être 10 ans, peut-être moins, vêtu de vêtements déchirés et couverts de poussière. Son visage portait une inquiétude bien trop lourde pour son âge. Il semblait n'avoir pas mangé à sa faim depuis des jours. Pourtant, il était là, les mains jointes comme en prière, les yeux fixés sur elle avec une urgence silencieuse. « Madame, s'il vous plaît, » dit-il. Alina s'arrêta, les sourcils froncés. Le garde s'avança instinctivement pour l'écarter, mais elle leva une main. « Qu'as-tu dit » demanda-t-elle. Le garçon leva les yeux. « S'il vous plaît, n'y allez pas. Quelque chose de grave va arriver là-bas. » Sa voix était calme, trop calme pour un enfant. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient fixes. Alina inclina la tête, sceptique mais intriguée. « Quel endroit » demanda-t-elle. « La tour de verre, celle avec le lion argenté à l'entrée, » répondit-il sans hésiter. C'était l'endroit exact de la réunion. Seuls ses plus proches collaborateurs connaissaient ce lieu. Un frisson lui parcourut l'échine. Alina s'accroupit à son niveau, gardant tout de même une distance. « Qui t'a dit ça » demanda-t-elle. « Personne, » répondit-il. « Je l'ai vu en rêve. » Elle se sentit ridicule. Un rêve ? De la part d'un enfant qui semblait à peine vivant ? Elle se releva, balayant l'idée. « Tu devrais être à l'école, pas raconter des histoires sur les trottoirs. » Le garçon ne bougea pas. « Si vous y allez, vous le regretterez. » Elle se tourna vers le garde. « Emmenez-le au refuge de Ridge Street. Assurez-vous qu'il ait à manger. J'ai une réunion à laquelle je dois assister. » Mais en ouvrant la portière de la voiture, sa main tremblait. Elle s'installa, encore secouée. Elle ordonna au chauffeur de continuer, mais elle ne parvenait pas à se concentrer. La voix de son assistante au téléphone semblait étouffée. Ses pensées revenaient sans cesse à ses yeux, à cette voix. Quelques minutes plus tard, à mi-chemin, elle cria soudain. « Faites demi-tour. » Le chauffeur, surpris, cligna des yeux mais obéit. Elle ne savait pas pourquoi. Elle sentait simplement qu'elle devait le faire. La fusion pouvait attendre, elle inventerait une excuse plus tard. Cette décision allait lui sauver la vie. 1 heure plus tard, une nouvelle de dernière minute envahit tous les écrans, une explosion dans une tour de bureau à Midtown, des dizaines de blessés, une possible fuite de gaz. Alina, figée, fixait l'écran. L'image montrait l'immeuble exact où elle devait se trouver, à la même heure, au même étage. Elle murmura un mot, le garçon. Elle se précipita hors de la maison, courant vers le portail. Il n'était plus là. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Alina envoya des équipes à sa recherche, offrit des récompenses, interrogea les vendeurs ambulants, les enfants du quartier, les bénévoles des refuges. Personne n'avait vu de garçon en chemise jaune, frêle, les mains jointes. Elle avait l'impression de perdre la tête. Mais 3 jours plus tard, son chauffeur l'aperçut, recroquevillé sous un banc cassé derrière une supérette, les genoux contre la poitrine, profondément endormi. Alina s'approcha lentement, s'agenouilla à côté de lui et posa doucement une main sur son bras. Il se réveilla en sursaut, mais ne s'enfuit pas. « Toi, » murmura-t-il. « Tu m'as sauvé la vie, » répondit-elle. « Je t'ai juste dit ce que j'ai vu, » dit-il, la voix faible. « Comment tu t'appelles ?»« Gélène. » Elle hocha la tête. « Viens avec moi, Gélène. »« Personne ne m'a jamais demandé ça, » murmura-t-il, presque hébété. Ce jour-là, Alina ne se contenta pas de lui offrir à manger ou de signer un chèque. Elle l'accueillit chez elle. Si le monde trouva ce geste étrange d'une milliardaire recueillant un garçon des rues, ce qu'elle découvrirait bientôt sur Gélène ferait de ce moment bien plus qu'un simple avertissement providentiel. Ce serait le début d'une vérité profondément enracinée dans leurs passés respectifs. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta assise de l'autre côté de la pièce, l'observant manger en silence à la table de la cuisine. Il prenait de petites bouchées, ses mains prudentes, ses yeux scrutant chaque coin comme si tout pouvait disparaître. Il leva les yeux vers elle une fois et sourit.
C'était la première fois qu'elle le voyait sourire. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, ce garçon, celui qu'elle avait failli ignorer, allait tout changer, son entreprise, son avenir, son cœur. Les gros titres parlèrent de chance. Elle apprendrait bientôt qu'il s'agissait du destin. Ghislaine ajustait maladroitement les boutons de manchette de sa chemise. 2 ans après qu'Alina l'avait accueilli chez elle, il n'était toujours pas habitué à ce monde de chaises moelleuses, de costumes sur mesure et d'ascenseurs silencieux. Parfois, il sursautait encore quand on l'appelait doucement par son prénom au lieu de le crier dans la rue. Les premières semaines avaient été difficiles. Il parlait à peine, cachait de la nourriture sous son oreiller et ne laissait personne toucher son sac à dos. Mais Alina ne le pressa jamais. Elle lui donna une chambre avec un lit chaud, des vêtements à sa taille et de la nourriture sans condition. Elle ne posait pas de questions. Elle le traitait simplement comme s'il avait sa place. Avec le temps, il commença à y croire. Ce qui l'a surpris le plus, c'était son intelligence. Ghislaine prédisait de petites choses avec une précision troublante. Un investisseur qui se retirait, une baisse du marché boursier. Il ne prétendait pas voir l'avenir, mais il disait, ça ne semble pas juste. Et le plus souvent, il avait raison. Elle plaisantait en disant qu'il était son petit radar. Au fil du temps, Alina l'inscrivit dans une école privée, mais surtout, elle lui consacra du temps. Elle l'emmenait à ses réunions, le présentait à son réseau, lui apprenait comment fonctionnaient les affaires et les gens. En retour, il lui offrit quelque chose qu'elle ignorait avoir perdu. La confiance, l'émerveillement, une nouvelle perspective. Elle évitait toujours de parler du rêve qui lui avait sauvé la vie, pensant que cela pourrait l'effrayer. Jusqu'à une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, où il aborda le sujet de lui-même. Ma mère avait des rêves, elle aussi, dit-il, le regard lointain. Elle disait que parfois, c'était des avertissements. Parfois, des souvenirs. Je crois que je tiens ça d'elle. Alina se tourna vers lui. Que lui est-il arrivé? Ghislaine baissa les yeux. Elle est morte dans un incendie. Un immeuble d'appartements a pris feu à cause d'un problème de câblage. On a essayé de sortir, mais... Il s'arrêta. Alina ne le pressa pas. Elle posa simplement une main sur la sienne. Quelques semaines plus tard, en triant d'anciens dossiers juridiques d'une de ses premières entreprises, elle tomba sur un nom qui lui glaça le sang, Léla Boone. Ce nom figurait sur un contrat de bail datant de 12 ans, celui d'une locataire temporaire dans un complexe à bas coût géré par la start-up d'Alina avant qu'elle ne vende les droits de propriété. Elle ouvrit le dossier, Léla Boone, appartement 407. L'immeuble qui avait brûlé. L'immeuble où la mère de Ghislaine était morte. Sa respiration se coupa. Ce ne pouvait être une coïncidence. Le lendemain, elle demanda prudemment à Ghislaine le nom complet de sa mère. Léla Boone, répondit-il sans hésiter. La vérité la frappa comme un éclair. Elle n'avait jamais su que l'immeuble avait changé de propriétaire si rapidement. Elle n'était pas impliquée dans l'entretien, mais peu importait, les registres portaient son nom. L'incendie qui avait emporté la mère de Ghislaine s'était produit dans une propriété qu'elle avait possédée. Elle fixa le garçon qui lui avait sauvé la vie et réalisa qu'il était lié à elle bien avant ce jour au portail. Ses mains tremblaient, ses yeux piquaient. Lorsqu'elle lui avoua tout, Ghislaine ne cria pas, ne pleura pas. Il écouta. Après un long silence, il dit « Alors peut-être que tout ça devait arriver. » Alina s'effondra. « Je suis tellement désolé. »« Je ne t'en veux pas, répondit-il. Tu m'as sauvé, toi aussi. » À partir de ce jour, ils ne furent plus seulement une tutrice et un garçon. Ils devinrent une famille. La presse finit par l'apprendre. Un article intitulé « L'orphelin qui a averti une milliardaire » fit la une de tous les grands médias. Mais Alina refusa les interviews, tout comme Ghislaine. Leur histoire n'était pas un spectacle. Au lieu de cela, Alina fit quelque chose d'inattendu. Elle créa une fondation à but non lucratif au nom de la mère de Ghislaine, l'initiative Léla. Cette fondation finançait des rénovations de sécurité pour les immeubles à faible revenu et mettait en place des programmes d'éducation sur les risques d'incendie dans des quartiers comme celui d'où venait Ghislaine. Ghislaine participa à sa direction. À 16 ans, il parlait lors des collectes de fonds et gérait de petits budgets. À 18 ans, il assistait aux réunions du conseil d'administration et proposait ses propres idées. Il devint un jeune homme discret mais brillant, alliant intuition et discipline. Une nuit, lors d'un gala officiel organisé par la ville, Alina se tenait aux côtés de Ghislaine alors qu'il recevait un prix. Quelqu'un demanda « Vous souvenez-vous du jour où vous l'avez arrêtée au portail ?» Il sourit. « Je ne savais pas qui elle était. Je savais juste qu'elle ne devait pas y aller. »« Et maintenant ?» demanda le journaliste. « Elle est la raison pour laquelle je suis en vie, » répondit-il en la regardant. « Mais plus encore, elle est la raison pour laquelle je sais qui je suis. » Alina ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Son cœur était trop plein. Plus tard, dans la voiture qui les ramenait chez eux, elle lui tendit une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Une clé, répondit-elle.
Pour ton bureau. Mon quoi? Tu es prêt, sourit-elle. La prochaine entreprise portera ton nom. Ce que tu choisiras. Ghislaine la fixa. Tu es sérieuse? Aussi sérieuse que lorsque je t'ai dit que tu faisais partie de la famille. Il tourna la clé dans sa main, silencieux un moment, puis murmura. Je te rendrai fier. Tu l'as déjà fait, répondit-elle. Et tandis qu'il roulait devant l'horizon de la ville, autrefois froid et distant, désormais chaleureux et vivant, Alina repensa à ce moment sur le trottoir, des années plus tôt. Un garçon, un avertissement. Un miracle déguisé dans la poussière, un avenir enveloppé dans une voix tremblante. Le destin lui avait envoyé un inconnu et lui avait donné un fils. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la soutenir avec un pouce levé et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous adorons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, restez curieux, et continuez à regarder.